Le 30 décembre 1938 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film La bête humaine. À noter d'ailleurs que cet article sera reproduit dans l'Action française du 6 janvier 1939, texte intégral. Quand la grosse presse ne ment pas par intérêt, elle ment par poncif. Comme il y a dans la bête humaine des coups de couteau et beaucoup de locomotives, et que le scénario vient de Zola, sacré Balzac de la démocratie depuis l'affaire Dreyfus, on va certainement écrire un peu partout que ce film est une œuvre puissante. Il n'y a cependant pas, en l'occurrence, d'épithète plus inexacte. Mise en scène par M. Jean Renoir, La bête humaine est le film le moins sot que l'on ait jamais tiré de Zola, qui a fourni le cinéma en navets innombrables, exception faite de Thérèse Raquin de Feder. L'enflure, le romantisme débondé de Zola, ces bonshommes si lourdement conventionnels, sont pour l'écran le plus déplorable des exemples. Que dis-je ? Ces livres ont figuré 40 ans à l'avance le cinéma le plus primaire, le plus forcé, faux dans son pessimisme comme dans son idéalisme. Monsieur Jean Renoir, qui, en politique, est du même fond que la descendance judéo-démocratique de Zola, a cependant fait subir à la bête humaine un traitement plus sévère que n'importe quelle critique. Il a pratiqué intelligemment des coupes impitoyables dans l'énorme feuilleton. Il s'est efforcé à la simplicité, là où Zola voulait entasser toute une conception du monde. Il a voulu substituer quelques sentiments vrais à la gesticulation sommaire des pantins du roman. C'est une entreprise assez voisine de celle qu'il essaya dans La Marseillaise et à laquelle personne, pour ainsi dire, n'a vu goutte. On l'en félicite, mais on ne perçoit point dans tout cela la puissance, telle du moins que l'entend la publicité. Zola était un niais, bourré des plus ridicules marottes de notre régime, presque totalement dépourvu des dons d'observateur. Avec cela, peut-être n'y avait-il aucune hypocrisie avouée dans ses protestations de chasteté, que rapporte Léon Daudet en termes inénarrables. Zola n'en fut pas moins, et sans doute à cause de cette fameuse chasteté, un obsédé de la belle espèce. Une transposition de cette brutalité physique pourrait, après tout, inspirer heureusement le cinéma. Mais elle n'a pas le moins du monde tenté M. Jean Renoir. Elle va à l'encontre de son tempérament, qui se complaît au contraire à des tableaux limités, d'un accent presque toujours retenu. Cela n'empêche point le peintre, chez M. Jean Renoir, d'être vigoureux. Sa bête humaine est même, par sa franchise de touche, une œuvre mâle, surtout auprès du populisme efflanqué et mou de M. Marcel Carné dans l'Hôtel du Nord. Mais le conteur, quoique devenu beaucoup plus habile et plus clair, reste cette fois assez froid. L'auteur s'attache surtout à mettre une psychologie plausible sur les réflexes grossiers des fantoches de Zola. L'histoire de ces fuites, de ce sous-chef de gare et de ce mécanicien assassin par atavisme alcoolique, par délire sexuel, ne le trouve guère convaincu. Sauf peut-être dans la courte scène où l'Entier, se ruant sur la petite Florence, révèle sa sombre hérédité. L'épisode vaut mieux d'ailleurs que le vrai Zola, qui dissimulait sous sa crudité une fadeur louche et violait dans sa caboche les laitières de Greuze, de son propre avis, un de ses peintres favoris. Je pense que M. Jean Renoir s'est décidé à composer sa bête humaine par amour des trains, des gares, de la vitesse, de la vapeur. C'est, en effet, de loin, la plus belle partie de son ouvrage,
il s'est bien gardé de verser dans le modernisme lyrique que le thème appelait, que brassait déjà Zola, qui cahotait dans la roue Abel Gance du grotesque jusqu'à des échappées magnifiques. Monsieur Jean Renoir sait que ces facilités abondantes ne sont plus de mise en 1938. Il se tient aussi loin de la variation visuelle brillante mais superflue que du plat documentaire. Il brosse magistralement un décor mouvant et c'est un remarquable morceau cinématographique par l'aisance du métier, par l'économie des moyens, par la sûreté, l'instinct plastique de la moindre mise en page. Ce film ne parvient pas à nous émouvoir. La faute en est avant tout au bouquin naturaliste qui lui sert de base, au déterminisme à prétention scientifique qui pesa sur toute cette école. Mais il est déjà bien qu'un tel film échappe au ridicule de presque tous ceux qui l'ont précédé dans cette voie, que le mélo, sans disparaître entièrement, ne s'étale plus à loisir. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'exactitude, sans mesquinerie, des plus rapides reconstitutions de M. Jean Renoir, de sa connaissance du langage des choses qui lui permet de décrire en quelques traits les intérieurs les plus divers avec toutes leurs nuances sociales, du salon cossu à l'appartement du petit bourgeois dont la femme est jolie, et au 6e du prolétaire ouvrant sur les rails innombrables de la gare Saint-Lazare. Ce sont les qualités propres à l'auteur, jusque dans ses plus mauvais jours. La bête humaine vaudra à M. Jean Gabin, dans le rôle du mécanicien Lantier, un succès de plus, et auquel on peut s'associer sans réserve. Il ne pouvait être meilleur dans le ton souhaité par son metteur en scène et qu'il a très bien deviné. Il est d'une vérité qui ne faiblit pas un seul instant. Il a su s'assimiler tous les gestes de son métier provisoire avec un naturel et une conscience assez rares chez nous. On ne travaille pas mieux à Hollywood. Monsieur Renoir a la réputation de savoir faire jouer ses acteurs. On le voit bien à la composition dans La Bête humaine de Monsieur Carrette, le chauffeur, qui, sous une direction ferme et précise, a laissé au vestiaire son petit répertoire habituel si déplorablement trivial. Mademoiselle Simone Simon fait sa rentrée dans le rôle de la femme du sous-chef Roubaud, revenant d'Hollywood comme Madame Annabella et Mademoiselle Danielle Darieux. De ce trio de nos jeunes messagères, c'est encore Mademoiselle Simone Simon qui est la moins décevante, ce qui ne veut certes pas dire qu'elle soit devenue une actrice. Elle avait montré dans 2 ou 3 films de ses débuts d'amusantes petites mines de femme-enfant. Avec la notoriété, elle imagina de bredouiller tous ses rôles. Après le voyage d'Hollywood, elle a certainement tout ce qu'il faut pour être exécrable avec n'importe qui. Monsieur Jean Renoir est parvenu à débarbouiller, au moins en partie, la star. On n'a jamais épargné à Monsieur Jean Renoir les plus sévères épithètes pour la scandaleuse besogne qu'il fit au début du Front populaire. On a toujours reconnu ses dons d'artiste, l'un des plus attachants de notre cinéma, quand il s'agit de jouer avec la lumière, d'indiquer un paysage. Son dernier film eût risqué d'être bien ennuyeux sans ses dons. Il lui donne au contraire un intérêt presque constant. Nous n'en souhaitons que plus vivement de ne pas revoir l'auteur dans l'ornière bourbeuse du cinéma de classe.